Dans les matins de France Culture, Alain Gérard Slama, Caroline Eliachef et François Angelier. Et bien sûr, notre invité, Frédéric Lordon, qui vient de sortir aux éditions du Seuil une comédie sérieuse sur la crise financière, d'un retournement l'autre. France Culture, 24 heures en Grèce, antenne en continu ce jeudi 5 mai à partir de 6 heures. France Culture dédie à la Grèce l'ensemble de son antenne, soit 24 heures de programmes et d'informations avec les journaux de la rédaction. Depuis Athènes et Paris, un an après la crise monétaire grecque, écouter et entendre, apprendre et comprendre, voir et regarder la Grèce d'aujourd'hui et de demain sur France Culture et franceculture.com. Jeudi 5 mai à partir de 6h du matin jusqu'au vendredi 6 mai, 6h du matin. Bonjour Alain Gérard Slama. Alors, un titre pour votre chronique ce matin, la crise, une responsabilité collective. Bonjour chère Julie. Alors puisque Frédéric Lordon est l'homme de toutes les audaces qui se promène entre l'Alexandrin et Spinoza, j'ai choisi de le provoquer un peu amicalement ce matin en exprimant mon scepticisme devant le nombre impressionnant de procès du capitalisme qui s'est mis à déferler dans les vitrines des libraires et dans les médias depuis 2008. Et j'observe au passage qu'avant que la crise ne soit patente et que de financière elle soit devenue boursière, les discours étaient beaucoup plus feutrés. Mais alors, depuis, le marché était considéré comme le diable et la gestion publique n'est pas loin d'être canonisée. On fait même de Keynes, ce grand spéculateur, l'ennemi de la spéculation. Or, plutôt que d'incriminer le système, je serais enclin à mettre en cause tous les acteurs et à estimer que la responsabilité de ce drame que vous avez décrit en 5 actes et en vers est collective. Tous les agents économiques y sont impliqués, dans la mesure où tous ont cru possible de s'enrichir sans effort. Pour m'en tenir au cas des États-Unis, d'où tout est parti, les ménages ont parié sur la hausse de leurs biens mobiliers avec une légèreté qui n'avait d'égal que celle des retraités, qui ont de leur côté fait le pari dangereux de prétendre à des placements à la fois très élevés et très sûrs, comme s'il pouvait exister des rendements élevés, Julie, sans risque correspondant. Je ne sais s'il faut incriminer la trop faible culture économique des citoyens ou un penchant inné pour la facilité, mais enfin les banques et l'insuffisante régulation du système financier international ne sont pas seuls en cause. Enfin, tous les pays sont plus ou moins impliqués dans cette responsabilité collective et il est parfaitement injuste d'incriminer à cet égard le comportement du peuple grec plutôt que celui du peuple américain. Cela dit, il est évident que les États doivent de leur côté assumer leur longue répugnance à placer une organisation internationale au cœur du système financier. Il est évident aussi qu'il faut appliquer les pays émergents de façon plus étroite dans cette régulation. Là, je redeviens politiquement correct et je vois qu'autour de la table, tout le monde se met à m'approuver. Les pays riches ne peuvent pas à la fois se tenir à l'écart du jeu l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique et compter sur leur croissance pour les sauver de la récession. Reste qu'on ne saurait assez insister sur le rôle que les acteurs de la société elle-même peuvent et doivent jouer dans la reprise. Alors, cette affaire sûrement d'investissement public dans l'éducation, dans la recherche, dans la relance de l'industrie, je ne le conteste pas. L'essentiel pourtant est dans les individus. Je reprendrai volontiers à mon compte la phrase célèbre de Baudin, « Il n'est de richesse que d'homme ». Cela signifie qu'il dépend beaucoup de chacun d'échapper à l'aliénation dans le travail et à l'écœurement de l'aliénation dans le travail, qui est un des soucis de Frédéric Lordon. Je le vois qu'il prend des notes aussitôt qu'on emploie des mots qui lui sont familiers. Mais cela signifie aussi, dans le texte de Baudin, que plus dans une société, les populations, car Baudin le dit expressément, plus dans une société les populations intermédiaires se développent, moins les frustrations et conflits opposant les conditions extrêmes favorisent ce qu'il appelait les séditions et les factions. Certes, les classes intermédiaires de son temps, c'était les catégories rurales qui étaient les catégories productives. Aujourd'hui, ce sont aussi les classes moyennes, beaucoup trop négligées. Baudin souhaitait que la richesse des catégories productives circule vers les plus pauvres, de façon à assurer l'homogénéité du corps social. Voilà qui me paraît une thèse excellente. Mais le problème, aujourd'hui, a beau être resté entier, je ne crois pas qu'il faille, pour le résoudre, remettre en question le système.
Eh bien, vous aviez parlé de provocation, Alain Gérard Slama, promesse tenue, donc il n'y a pas de système, mais que des individus, Frédéric Lordon. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est que quand nous nous retrouvons tous les 6 ans, on a eu je vous ai vu il n'y a pas longtemps, mais vous m'avez pas vu, je vous raconterai comment. Je suis un petit peu inquiet. Oui, vous faites bien. Nous constatons à nouveau que nous sommes en désaccord sur tout, et ça c'est bien. Alors, écoutez, idéalement, il faudrait que j'ai votre texte pour que je puisse en faire le commentaire ligne à ligne, voire mot à mot. Mais effectivement, moi je soutiens la thèse exactement inverse de la vôtre, même si peut-être à la fin des fins, il pourrait y avoir quelques points de recouvrement, je n'en sais rien. Mais figurez-vous qu'en sciences sociales, je suis indécrotablement structuraliste. C'est-à-dire, je pense que les rapports sociaux et les institutions priment sur les individus. Ceux-là même qu'on appelle parfois à tort les acteurs, en leur prêtant une espèce de libre arbitre souverain, une autonomie de sujet autodéterminée. Et je n'en crois rien. Invoquer la trop faible culture économique des citoyens qui ne cotisent pas assez à leur fonds de pension est une proposition plus que discutable. Lorsque vous laissez aux acteurs la seule solution pour financer leur retraite que des fonds de pension, comment leur demander qu'ils n'exigent pas le plus haut rendement possible des fonds qu'ils investissent, alors que effectivement, je veux dire, l'inculture économique, en l'occurrence, pourrait plutôt être celle des élites qui organisent un tel système de retraite dont on peut voir toutes les nuisances. De même, il dépend de chacun de s'extraire de l'aliénation au travail. Mais écoutez, si c'était aussi simple que ça, il n'y aurait pas de suicide. Il n'y aurait que des salariés heureux. Je veux dire, si c'était simplement de l'intérieur, du tréfonds de son âme qu'il fallait faire surgir les forces de la désaliénation, ça serait absolument merveilleux. Moi, je vais vous dire, en cette matière de responsabilité, pour le coup, il y a des discours un tout petit peu sophistiqués à tenir à propos de la crise financière. Et alors là, vous allez croire que nous avons un point d'accord. Si le premier mouvement dans le débat public a été de mettre en cause les banquiers, les financiers, les traders, etc., moi, il m'a toujours semblé qu'il fallait y résister. Il fallait y résister parce que les traders, les financiers, les banquiers, etc., n'ont jamais fait que jouer au jeu qu'on leur avait aménagé. À partir du moment où vous lâchez dans un espace financier international entièrement déréglementé des opérateurs de la finance, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne cessent de faire ce qu'on les a vus faire pendant toutes ces années, et qu'ils nous mènent invariablement à des désastres récurrents comme les diverses crises financières au travers desquelles nous sommes passés. Moralité, il faut d'abord abandonner le thème de la responsabilité individuelle pour incriminer les structures, mais pour mieux revenir par après au thème de la responsabilité des acteurs s'il y en a, mais qui n'est pas celle des joueurs du jeu, mais celle de ceux qui ont institué le jeu. C'est-à-dire la responsabilité, en d'autres termes, est évidemment en tout premier lieu, si l'on veut, celle des banquiers qui ont agi et qui ont conduit à cette crise, mais la responsabilité principale, c'est la responsabilité de ceux qui ont été les instigateurs de la déréglementation financière. Et ces responsables-là, ce sont des politiques, car la mondialisation financière n'est pas tombée du ciel, elle est le produit de politiques publiques. Et alors, c'est aussi des banquiers, voilà, veut revenir les banquiers, mais pas du tout dans le même rôle qu'initialement. Ce sont les banquiers en tant qu'ils ont été les ardents défenseurs de cette déréglementation et une force de lobbying d'une puissance absolument incroyable pour contrecarrer tous les projets de régulation qui, de temps à autre, étaient avancés pour ramener la finance à un minimum de raison. Et ce sont les mêmes banquiers qui sont en train de faire dérailler tous les projets de re-régulation financière, ceux dont le G20 se gargarise, la loi Obama, Dodd-Frank, etc., et les misérables velléités européennes. Alain Gérard. Je vais vous répondre 2 mots. C'est vrai que nos visions du monde sont rigoureusement symétriques. Je ne suis pas simpliste quand même au point de penser que l'offre est uniquement créée par la demande. Autrement dit que tous ces épargnants ont incité d'une certaine manière les banquiers à leur offrir les produits qu'ils souhaitaient. Mais je ne pense pas non plus que l'offre façonne, que la demande plutôt, que l'offre ne crée pas la demande. Donc je crois que vous avez raison quand vous dites l'offre crée la demande, mais je dis aussi la demande
crée l'offre. Il y a une interaction entre les deux facteurs. Vous ne pouvez pas considérer seulement là. Il y a aussi, chez les acteurs eux-mêmes, une demande de produits financiers extrêmement rentables parce que c'est évidemment ce qu'ils désirent. Et s'ils ne le désireraient pas, peut-être que les banquiers fabriqueraient d'autres produits. Autrement dit, la responsabilité est partagée. L'autre réponse que je vous ferai, France Télécom, etc., les suicides. Mais évidemment que c'est une question de responsabilité collective, là encore. Et je pense que la responsabilité du directeur se trouve engagée, je dirais, dans son humanité, dans sa conception même de son rapport aux salariés, dans la manière dont il communique à l'ensemble des secteurs de l'entreprise, l'état d'esprit qui permet peut-être d'y introduire un peu d'humanité. Et vous savez très bien que selon le patron, les choses sont totalement différentes. Autrement dit, là aussi, il y a une responsabilité qui est celle des hommes, même si je ne nie pas, parce que ça serait ridicule et simpliste, il n'y a pas aussi des problèmes d'organisation qui se posent. Oui, Frédéric Lordon, rapidement, parce qu'on va sortir du débat sur la question de la responsabilité. Si vous m'avez prêté une formulation en termes d'offre qui induit la demande que je ne reconnais pas comme mienne. Je préfère dire que ce sont les contraintes institutionnelles et les structures qui déterminent les comportements et qu'on ne peut pas faire reproche moral ou éthique aux agents de poursuivre leurs intérêts à la manière dont ces contraintes institutionnelles les ont conformés et les ont laissés libres de les poursuivre. En d'autres termes, il ne faut pas s'étonner que les structures du rapport salarial déterminent des comportements patronaux d'oppression et lorsque ces comportements ne sont pas observables, sans doute peut-on s'en féliciter, mais enfin s'il faut s'en remettre à l'hypothèse miraculeuse de la sainteté ou de l'élévation humaniste d'un patron pour ne pas opprimer ses salariés, vous comprenez que ça nous fait une situation du salariat qui est quand même éminemment précaire. Moralité, si vous voulez refaire les comportements, n'en appelez pas au sursaut éthique des individus, appelez-en plutôt à la reconfiguration et à la reconstruction des structures et des formes institutionnelles, car ce sont elles qui pèsent sur les comportements. Je veux dire, c'est l'hypothèse du sursaut éthique, me semble-t-il, est la pire de toutes pour conduire à la transformation du monde. C'est pas éthique, c'est un sursaut intellectuel, tout simplement. Et je suis désolé. Avant de donner la parole à Caroline Eliachev, un petit mot. Est-ce que ce qui se passe en Islande, ce n'est pas justement ça, des gens qui disent « nous ne sommes pas responsables, vous nous avez induit à des comportements dont nous ne sommes pas responsables. Et donc, nous refusons que l'État rembourse les dépôts des petits épargnants britanniques et néerlandais. » Non, ça n'est pas exactement la même chose. Ce qui s'est passé en Islande, c'est que le secteur bancaire s'est développé comme un chancre, à l'image de la croissance qu'il a connue dans toutes les économies développées, mais là dans des proportions absolument inouïes, puisque le total des actifs bancaires du système financier islandais dépassait quasiment 10 fois le produit intérieur brut du pays. Par conséquent, le système financier islandais avait pris des positions qui excédaient de très loin les possibilités de l'économie sous-jacente. L'hubris, si on reste dans la thématique de la tragédie. Et le corps social islandais n'y était pour rien. Ceci est l'affaire d'élites financières totalement déboutonnées et abandonnées à leur volonté de puissance, effectivement, et à leur hubris stupide. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'étonner qu'en effet, le corps social se soit rebellé lorsqu'on lui a présenté la douloureuse. Et le gouvernement islandais, qui était visiblement conscient du rapport de puissance défavorable dans lequel il était en train de s'engager, a considéré que, effectivement, il ne revenait pas à la population de régler l'ardoise, et il a pris cette décision qui mérite en effet d'être examinée de près parce qu'elle pourrait faire école, qui consiste, non pas comme on le dit de temps en temps, à laisser les banques islandaises aller à la faillite, mais à dénoncer les passifs non résidents. C'est-à-dire que les passifs bancaires qui ont été sanctuarisés par le gouvernement islandais sont ceux des dépôts et des encaisses monétaires du public islandais, et c'est tout. Et le reste a été effectivement abandonné. Moyennant quoi, à l'inverse exact de l'Irlande, qui elle s'est engagée de manière très peu précautionneuse dans la garantie inconditionnelle de tous les passifs bancaires, l'Islande s'est allégée d'une partie considérable du fardeau consécutif à la crise et se porte relativement mieux que tous les autres pays comparables. Donc elle a refusé de rembourser les épargnants britanniques et néerlandais qui, au demeurant, ont été remboursés par leur État respectif. Il faut le préciser. Caroline Eliachev.
Oui, j'ai lu votre texte et donc je vous rencontre pour Donc la pièce, la comédie sérieuse sur la crise financière d'un retournement l'autre. Je vous rencontre donc pour la première fois aujourd'hui et je dois dire que vous n'êtes pas du tout comme j'imaginais. Mais alors pas du tout. Votre texte, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, ça m'a amusé. Je l'ai trouvé extrêmement clair et presque didactique, mais amusant. Et quand on vous écoute, je ne sais pas comment vous avez fait, parce que quand vous parlez, vous avez 10 idées à la minute, et vous êtes arrivé miraculeusement à n'en exprimer que peu et de façon très claire. Donc je me demande comment vous avez fait. Ah, mais que puis-je répondre à cette question ? C'est une question d'essence. Là, il faudrait, si un spinoziste passait par là, il vous dirait qu'il faut vous adresser à l'entendement infini de Dieu. C'est lui qui est dépositaire de mon essence singulière. Alors, quant à moi, je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais vous dire. Hein, vous savez, ou alors je pourrais là aussi réemprunter à Spinoza une de ses propositions, qui serait bien faite d'ailleurs pour consonner avec un entendement psychanalyste. Les hommes sont conscients de leurs actes et ignorants des causes qui les déterminent. Je n'échappe pas à cette loi commune. Donc je suis ignorant des causes qui me déterminent. Voilà. Bon, on parlait tout à l'heure en première partie de matinale de la dérision du texte, du caractère humoristique, et Caroline Eliachette vient de souligner qu'on rit. Alors pourquoi comédie sérieuse sur la crise financière ? Est-ce que c'est parce que oui, c'est le genre, à la fin ça se termine bien par un soulèvement populaire, ou parce que vous avez refusé d'appeler ça une tragédie ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, je me donne une définition qui pourrait être discutée, mais une définition assez précise de la tragédie comme heure irréconciliable de deux légitimités contradictoires. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle je dis que l'horizon du capitalisme financier n'est pas tragique, mais qu'il est simplement haïssable. Et ça ne fait pas une tragédie. Dans le meilleur des cas, ça fait un drame. Et si on ne veut pas complètement en pleurer, on lui donne la forme atténuée de la comédie modérée par un certain sérieux. Effectivement, c'est le sous-titre que j'ai choisi de donner à cette pièce, car comédie, car je vais vous dire, l'impuissance de la discussion critique rationnelle à ne serait-ce qu'ébrécher le corpus idéologique du néolibéralisme est telle que nous nous trouvons incroyablement désarmés et que, d'une certaine manière, il ne nous reste plus que le parti de la dérision. Mon sentiment est que dans les grandes économies développées, le parti majoritaire, c'est le parti d'en rire, mais le parti d'en rire jaune. Et effectivement, moi je dois dire que la dérision m'apparaît le plus souvent comme la seule arme qui nous reste. Alors, je vais nommer mes héros. Hein. Ce sont les Yes Men. Vous voyez, alors, et c'est formidable. Les Yes Men, je ne sais pas si M. Slama les connaît, c'est une bande de joyeuderies américains qui subvertissent le système et qui le caricaturent avec des imitations qui sont absolument redoutables. Et il n'y a pas si longtemps, ils ont fait un faux numéro du New York Times qui est absolument extraordinaire. Ils ont émulé le site, on s'y croirait, et c'était le New York Times tel qu'ils l'avaient rêvé, avec tous les titres qu'ils auraient voulu voir à la une depuis des décennies. Alors il y avait en particulier, enfin, la loi est votée qui borne à 20 fois le salaire ouvrier, le salaire des patrons, etc. Et le mieux, c'est qu'il y avait fait des faux articles et il y avait une fausse colonne d'un faux Thomas Friedman. Et elle était redoutablement hilarante, puisque, en gros, c'était une charge contre les experts médiatiques et les chroniqueurs, mais c'était d'une rudesse absolue. Et Thomas Friedman, dont vous savez qu'il est ce columniste, ce chroniqueur type de la mondialisation... La Terre est plate. Alors voilà, qui s'est tellement félicité de l'état mondialisé du monde qu'il en a conçu un livre dont le titre était effectivement « La Terre est plate », moyennant quoi il a dû en rabattre un petit peu, parce qu'il avait écrit avant la crise financière, et lorsque la crise a éclaté, évidemment, il a refait un livre pour expliquer que non, la Terre n'est pas si plate, elle est un peu trop chaude, elle est un peu déconnante, etc. Bon. Et le faux Thomas Friedman, imité par les Yes Men, disait, écoutez, voilà, ça fait des décennies que je tiens cette chronique. J'ai chanté les laudes de la mondialisation. Je n'ai dit que des bêtises. On m'a payé pour dire ces bêtises. J'ai bien profité. Maintenant, je m'en vais. Et je vous avoue qu'il m'arrive d'avoir rêvé, mais alors ça, c'est un monde hypothétique, hein, il faudrait passer dans la 4e dimension, que certains de ces équivalents fonctionnels français pourraient un jour écrire la chose suivante.
Voilà, la Il me même. semble que c'est arrivé à un chroniqueur de France Inter qui prenait un discours qui est très loin du vôtre. Jean-Marc Sylvestre, si mes souvenirs sont bons, a dit, après être passé par l'hôpital public, qu'il revoyait complètement son jugement sur la fonction publique. Donc, vous voyez, il y a des miracles. Ah non, c'était un moment d'aberration locale dont il s'est très bien remis, hein, je vous rassure. Bon. Il officie de nouveau, je ne sais plus si c'est Non, sur mais LCI on ou en sur revient à ITV, une question. et il est toujours très très en forme. On en revient à une question qui est dans votre pièce, qui est pourquoi, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas le discours critique de ce deuxième conseiller? Parce que dans la vraie vie, vous n'êtes pas seul, Frédéric Lordon. Vous partagez, sans doute avec des désaccords, mais vous partagez une forme d'analyse avec le manifeste des économistes atterrés, avec ces économistes qui ont créé l'Association française d'économie politique, avec pas mal d'analyses, me semble-t-il, produites par l'OFCE. Alors pourquoi tous ces gens, qui ne sont quand même pas non plus rien du tout, qui sont parfois même des autorités reconnues de l'économie, je pense à Jean-Paul Fitoussi, pourquoi ces gens parlent dans le vide? Ah, on voit là une question qui est bonne. Écoutez, je vais vous dire, les 2 dernières décennies, me semble-t-il, sont marquées par une défaillance généralisée des lieux et des instances du débat économique. Je veux dire, d'un bout à l'autre de l'échelle des discours, depuis le discours le plus académique jusqu'au discours appliqué de politique publique tel qu'il se tient dans les médias. Le discours académique de la science économique et les instances de ce discours ont failli. Alors quand je dis de la science économique, entendons-nous, la science économique n'est pas une unité homogène, elle ne se donne pas tout d'un bloc, elle a sa variété interne, etc. etc. Mais convenons, si vous voulez, qu'à partir de maintenant, lorsque nous dirons les économistes, ou la science économique, on désignera par métonymie le courant majoritaire de la profession, qui est le plus influent et le plus visible. Or, en matière de théorie financière, laissez-moi vous livrer l'énoncé le plus étincelant de la théorie standard, qu'on connaît sous le nom de théorie néoclassique de la finance. On le doit à un économiste absolument réputé qui s'appelle Michael Jensen, qui est la figure de proue de ce mouvement théorique qui a tenu le haut du pavé pendant 3 décennies. Je cite, attention, il va y avoir grand vent. Il n'est pas de proposition en économie plus solidement confirmée que l'hypothèse d'efficience des marchés financiers. Fermez les guillemets. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein, je veux dire, efficience des marchés financiers. Vous voyez, l'hypothèse d'efficience des marchés financiers, elle a quand même bonne mine depuis 4 ans. Je veux dire, pour ne pas dire qu'elle est sortie totalement en lambeaux. Bon, alors si c'est ça la proposition la plus solidement confirmée de la science économique, si c'est ça que la science économique a de mieux à mettre en vitrine, vous vous dites, mais alors, quel foutu camelote il doit y avoir dans l'arrière-boutique. Et c'est pas complètement faux. Alors, moi, je veux vous dire clairement, ce qui fait naufrage à l'occasion de cette crise, c'est une certaine manière de faire de la théorie économique. Et une certaine manière qui est doublement coupable. Elle est coupable d'avoir envoyé toute la discipline dans une impasse intellectuelle totale, et elle est coupable au surplus d'avoir méthodiquement écrasé les discours dissidents qui n'avaient pas la moindre latitude institutionnelle de s'exprimer dans le champ de la science économique. Et alors ça se fait par des moyens matériels extrêmement simples. Hein. Si vous ne vous présentez pas avec la bonne manière de faire de la théorie économique, l'accès aux grandes revues vous est fermé, l'accès aux grands colloques vous est fermé, etc. Et vous végétez dans votre petit isolat minoritaire. Moyennant quoi, le défaut de pluralisme patent et répété dans le champ de la science économique a atteint un degré tel qu'il a fini par susciter une espèce de rébellion des minoritaires. Si vous voulez, c'est le cave sur bif. Bon voilà, les caves se sont rebiffés. Et un schisme, en effet, s'est fait qui a distingué l'association officielle, qui s'appelle Association française de sciences économiques, d'une nouvelle association qui s'appelle l'Association française d'économie politique. Et vous voyez d'ailleurs tous les enjeux épistémologiques qui sont emportés par la nomination même de la discipline. Selon qu'on se nomme sciences économiques ou économie politique, ça détermine des choix intellectuels qui sont radicalement différents. Mais alors, l'équivalent fonctionnel dans l'ordre du discours de politique économique de la FEP, dans l'ordre du discours de théorie économique, il y a, effectivement, vous les avez cités, les économistes atterrés. Et de même qu'il y avait à contester un monopole de la théorie standard, dans le discours scientifique, il y avait à contester un monopole des experts installés dans le débat médiatique. Et alors là, pardonnez-moi, hein, mais au risque de vous être désagréable, ce sont les médias eux-mêmes qui font incriminer jusqu'à cette antenne. C'est-à-dire, qui sont les experts récurrents qui ont été accrochés au micro et au studio pendant les 2 dernières décennies? Et qu'ont-ils dit? Il faudrait faire la liste. Il me semble que dans l'émission d'économie politique de France Culture, pour ne parler que d'elle, il y a des gens qui représentent le manifeste, qui ont signé le manifeste des économistes atterrés. Il y en a un.
Oui, il y en a un. Il y en a un, noyé au milieu de tous les autres, qui ont chanté les laudes du système pendant tant de temps. Et je dois vous dire que ça me laisse sans voix, enfin j'en retrouve un petit filet quand même, qui se sont maintenus avec une santé absolument remarquable. Oui, mais alors c'est bien la question. C'est bien la question. Mais je crois qu'Alain Gérard Salma a envie de dire quelque chose là-dessus. Il y a une question là-dessus sur pourquoi est-ce que ces gens n'ont pas fait naufrage. Ils ont fait naufrage intellectuellement, on l'entend bien. Scientifiquement, on vous entend aussi Frédéric Lordon, mais c'est vrai que ils sont non seulement écoutés des médias, mais ils continuent à être écoutés. C'est bien plus inquiétant de la classe politique. Oui, il ne faut pas non plus vous laisser trop séduire par le talent oratoire de notre invité. J'ai des idées propres, Alain Gérard. Oui, mais non, mais je vois quand même que parce que, moi, je viens de souffrir 10 minutes, je voudrais le faire souffrir au moins 1 minute. Excusez-moi, mais la phrase que vous avez citée, c'est d'un ultra-libéral, c'était de l'école d'Alan Greenspan. Vous trouverez dans les mémoires de Greenspan des phrases qui sont largement aussi absurdes que celle-là, c'est-à-dire l'efficience absolue du marché, il n'y a rien d'autre, etc. Enfin, l'école, si vous prenez l'école du cercle des économistes, par exemple, je vous assure que ni Olivier Pastré, ni Lorenzi, ni beaucoup d'autres ne raisonnent comme vous le dites. Ça, c'est la première remarque que je veux faire. Et l'autre, si vous êtes, pour un structuraliste, vous êtes drôlement déconstructeur, car enfin, moi, j'aimerais savoir comment on en sort. Qu'est-ce que vous proposez? Les libéraux proposent des contre-pouvoirs. Ah non, mais attendez, un discours de démolition, moi, j'aimerais bien qu'ils conduisent à quelque chose qui nous dise comment on sort de la crise. Autrement que ne le font actuellement les fameux économistes tellement discrédités. Est-ce que je peux faire juste un préambule à la réponse de Frédéric Lordon? Frédéric Lordon tient un blog qui s'appelle La Pompe à Finance, sur lequel il y a beaucoup de solutions proposées. Et là, vous n'avez que 2 minutes, Frédéric Lordon, pour proposer quelques pistes. Non, je vais rien proposer du tout, mais vous allez voir. Non, là, Monsieur Slama, vous offusquez, mais vous vous offusquez de positions libérales que, me semble-t-il, vous avez assez largement défendues avant que la finance ne fasse déflagration. Et de même, Olivier Pastré et Jean-Hervé Lorenzi ont sensiblement modifié leur discours depuis 2007-2008. Et effectivement, je dois dire que ces experts installés sont assez habiles à organiser leur blanchiment intellectuel collectif. Et en particulier, ils ont un sens stratégique suffisamment affûté pour saisir ce qu'il faut dire pour continuer de rester au milieu du jeu. Alors, ils procèdent à des inflexions infinitésimales ou tout à fait progressives pour décaler leur discours en comptant sur les effets d'amnésie du public, qui effectivement ne tient pas les archives, mais je vous assure qu'il faudrait opérer des comparaisons de citations terme à terme entre, disons, 2006 et 2008. Je vous signale que parmi vos experts du cercle des économistes, il y en a maintenant qui réussissent à dire nationalisation sans que ça les fasse saigner des gencives. Alors que il y a 4 ans, si moi j'avais dit ça, j'aurais été enfermé en hôpital psychiatrique pour dégénérescence stalinoïde. Vous comprenez? Et si j'avais dit ça, y compris à ce micro. Donc non. Alors, on n'est pas obligé, si vous voulez, d'accréditer l'habileté de ces rectifications de discours. Et encore une fois, lorsqu'on reprend la chronique la chronique des positions qui ont été défendues par tous ces gens, je vous assure que c'est assez terrible. Quant aux propositions, là effectivement, vous tombez sur un bec. Parce que, figurez-vous que j'ai écrit 2 livres sur la question et ils en sont farcis. Mais les auditeurs en sont curieux. Mais alors là, vous voyez bien, Julie Ferny m'a promis 2 minutes 30 et il me faudrait 2 heures au bas mot. Parce que c'est une matière quand même un tout petit peu technique, hein, la régulation de la finance. Mais alors, là, très honnêtement, Monsieur Slama, j'en ai des caisses. Et d'autres que le soulèvement populaire. Donc. Absolument. Eh ben, le soulèvement populaire, c'est pour terminer la pièce dont nous parlions aujourd'hui. Comme je le rappelais tout à l'heure, il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies. Les idées à caractère technique de régulation ne sont pas suffisantes pour faire leur chemin toutes seules. Et c'est pourquoi le soulèvement populaire pourrait leur donner un fameux coup de main. Merci Frédéric Lordon. D'un retournement l'autre, comédie sérieuse sur la crise financière, ça paraît demain aux éditions du Seuil. Alors l'actualité économique et financière aujourd'hui est un peu masquée par cette grosse actualité internationale. C'est bien d'avoir fait le point ce matin. Et puis si vous voulez aller, si vous ne voulez pas lire, mais plutôt écouter cette pièce de Frédéric Lordon, une lecture aura lieu à Paris au 104 le 7 mai, c'est-à-dire samedi. Vous trouverez tout ça sur le site du 104 ou de France Culture.
Ce sera dans le cadre de la manifestation Paris en toutes lettres, avec notamment Jacques Bonafé et Denis Podalides. Et puis je crois qu'au point éphémère, le 8 mai à 17h, vous discutez avec Mathieu Larnaudy, auteur des Effondrés chez Actes Sud, sur le thème « Quelle littérature pour rendre compte de la crise financière actuelle ?» Alors on écoute maintenant un groupe que vous avez choisi, Frédéric Lordon. Rapprochez-vous du micro parce qu'il va falloir le présenter. C'est Coco Rosie, ce sont deux Américaines totalement barrées et le titre s'appelle Lemonade.